C'est le moment justement de cette conférence très dynamique qui va être donc introduite par Yves Valentin, directeur général des éditions techniques de l'ingénieur. Valentin, Yves Valentin, je vous laisse le micro. Bonjour à tous. Je voulais quand même commencer par féliciter tous les pitchers de tout à l'heure parce que je pense que l'exercice n'est pas aisé. Autant aller pitcher sur un produit commercial, ça se prépare, ça se fait, etc. Mais alors faire passer des dérivés au tableau, etc. sur un pitch de 3 minutes, bravo, chapeau. Donc, à présent, j'allais dire le clou du spectacle, non, parce que les pitchs, c'est intéressant aussi. Mais bon, personnage haut en couleur. Donc, bienvenue à cette conférence sur l'ingénierie hybride. Donc, hybride parce que, bon, il l'expliquera bien mieux que moi, mais parce qu'on se base sur des acquis et on fait travailler l'intelligence artificielle sur ces acquis. On ne repart pas de zéro. Donc, une ingénierie gagnante hein, qui permet d'aller plus vite. Donc, pour nous en parler, nous accueillons Francisco Chinesta, professeur des universités, chercheur au PIMM, UMR, CNRS des arts et métiers et membre de l'Académie royale d'Espagne. Donc, docteur honoris clausa de l'Université de Saragosse et médaille d'or du CNRS en 2010. D'argent. Ouais, mais bon, franchement, l'or était mérité. Francisco dirige actuellement un projet phare Descartes du CNRS au sein du campus Excellence Create de Singapour, dont un représentant est ici, Dominique, sur l'intelligence artificielle hybride, un projet de 35 millions d'euros avec 160 chercheurs, c'est ça? Voilà. Eh bien, hâte d'entendre la suite. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait soin de micro, mais bon, il est là au cas où. Donc, bon, tout d'abord, ils ont mis beaucoup de pression sur le spectacle et moi, j'avais prévu être un peu sérieux. Donc, je ne sais pas si ça tombe bien. Donc, je vais vous parler, l'introduction a été très bien faite. Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on va faire maintenant, et où on avait une ingénierie qui marchait plutôt bien, mais n'était pas parfaite. Et maintenant, il y a la révolution de donner l'intelligence artificielle et on ne sait pas très bien s'il faut continuer comme dans le passé, s'il faut tout mettre à la poubelle ou il faut en profiter. Donc, la discussion aujourd'hui va porter sur ça. C'est un peu la dichotomie, ou on va dire l'alliance qu'il peut y avoir entre une connaissance, une physique qui existe depuis de nombreuses années et la donnée qui vient d'arriver, mais qui apparemment il est en train de prendre de grandes places. Travail fait avec la dernière partie, je vais parler beaucoup sur Descartes avec Dominique, donc qui pilote les CNRS à Singapour et comme on a dit, un gros projet pour lequel on est en train de chercher 30 thésards et 100 années d'ingénieurs. Donc, si des personnes nous écoutent, ils sont intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer les CV, à nous contacter. On est preneurs de bons cerveaux sur ces sujets qui sont très généraux. Donc, la donnée. Parlons un tout petit peu des données. La donnée ne peut pas exister s'il n'y a pas une métrique. Et c'est pour cela qu'avant de parler des données, il a fallu inventer quelque chose pour la mesurer. Si vous allez au musée des arts et métiers, vous pouvez voir des petites merveilles comme les premiers métros, les kilos, les litres et toutes les unités qu'on a besoin, simplement pour être capable de mesurer. C'est déjà quelque chose d'important. C'est elles qui vont nous donner la donnée. Et deux, de comparer. Et je vais vous parler beaucoup de ça. La donnée est toujours associée à une métrique, à une règle. Et ça, c'est important. La donnée ne peut pas exister sans sa règle. Donc, une fois qu'on a inventé les règles, on peut commencer à collecter des données. Et ça, ce n'est pas de maintenant. Là, c'est une petite image des astronomes babyloniens qui passaient le jour et la nuit à voir tout ce qui se passait dans le ciel. Effectivement, ce n'était pas seulement collecter la donnée, il fallait la stocker. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, on les gravait sous la pierre, mais quand même, ça va être compliqué d'aller chercher, de manipuler, d'effacer, de transporter. Et donc, effectivement, même si la première science qui a apparu, elle était basée sur la donnée, finalement, on a fait quelque chose pour la éviter parce qu'on ne savait pas très bien. La collecter, pourquoi pas, mais la manipuler, c'était vraiment difficile. Et surtout,
tirer des conclusions à partir de l'analyse de la donnée. Je dirais que tout ça commence, on est encore dans la donnée avec ce grand homme qui s'appelait Galilée, qui dit la tradition qu'il montait dans la tour de Pisa et qu'il a passé sa vie à lancer des pierres parce qu'il voulait comprendre combien de temps la pierre allait prendre pour tomber. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui prédit. On observe pour prédire. Et Galilée voulait prédire la chute des objets, quelque chose de très naturel qu'on voyait tous les jours, mais il fallait quantifier. Seulement quand on quantifie, on peut comprendre et on peut faire. Et donc, il s'amusait à lancer la pierre de la tradition, bien entendu. Et ce qu'il voyait, c'était qu'1 seconde plus tard de l'avoir lancée, la pierre avait déjà une vitesse à peu près de 10 mètres par seconde et il avait parcouru 100 mètres. 2 secondes plus tard, il était déjà à 20 mètres par seconde et il avait fait encore un incrément de parcours de 15 mètres. 3, 30, 25, 4, 40, 35, et il dit il faut qu'ils comprennent. Et donc, comme il ne savait pas quoi faire avec la donnée, ça c'est la donnée. Et là, il n'y avait pas de réseau de neurones, il n'y avait absolument rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute, je vais prendre 5 divisé par 15, 15 divisé par le suivant, 25, 25 divisé par 35. À l'époque, on savait simplifier, comme vous savez fait à l'école, 1 sur 3, 3, 5, 5, 7. Et il a dit, Maïna, il a tout compris. Et il a annoncé la première loi basée sur la donnée. Un objet qui est en train de tomber, le parcours qu'il fait dans 1 seconde par rapport à ce qu'il faisait dans les secondes précédentes suit la série des nombres premiers consécutifs. 1, 3, 5, 7. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que ça continue à être vrai après? Je dirais, écoute, je ne sais rien. Et peut-être la tour de Pisa n'était pas suffisamment haute. Mais je dirais, dans l'intervalle où il a fait l'expérience, c'était une équation valable. C'était un modèle valable et ça lui permettait de faire des prédictions. Donc voilà un petit modèle. Je dirais, ce n'était pas l'intelligence artificielle, c'était plutôt humaine, mais quand même de l'intelligence. Donc après, bon, on s'est dit qu'il fallait faire des choses pour ne pas manipuler tellement de données. Et donc il y a d'autres sages, Newton, Leibniz, qui sont venus. Ils sont construit les calculs différentiels et finalement ils ont dit que la force est proportionnelle à l'accélération avec quelque chose qu'on appelait la masse. Et donc finalement, si on dit que la force vient de la gravité, ça nous permet de calculer l'accélération, la vitesse et la position. Et maintenant, je dirais à la limite, on va tomber exactement sur les résultats de Galilée. Donc maintenant, qu'est-ce que vous préférez, gauche ou vous préférez droite? Je dirais, écoutez, c'est des descriptions de la même chose, et tant qu'ils sont valables, on peut prendre l'un ou on peut prendre l'autre. On va dire que dans nos études, pour nous, on était plutôt dans la droite, basé sur les modèles. Les gens qu'on a vus ce matin, il y a l'impression qu'ils sont plutôt dans la partie gauche, mais je dirais, à la limite, il n'y a pas de problème, on peut rester et on peut même profiter des dés qu'on vais vous introduire un peu plus tard. Bon, une fois qu'on a la donnée et une fois qu'on a des règles, on aime énormément faire des classes, mettre la donnée en groupe. Pourquoi? Je pense que ça c'est relié à ce que me disait ma mère. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Ça veut dire quoi? Que quand on a fait des groupes de données et on sait comment chaque groupe se comporte, si un jour il y a quelqu'un qui vient et il dit je suis de là-bas, je sais déjà plus ou moins comment est-ce qu'il va se comporter. Et ça me permet, avec un certain risque, parce que vous savez, ce que je viens de mettre à l'écran, il a été responsable de beaucoup de problèmes sociaux pendant l'humanité. Mais je dirais que, bon, d'un point de vue de la donnée, c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça qu'on passe énormément de temps à classer la donnée en groupe. Et ça, on le fait tous les jours. C'est une des tâches la plus importante de l'intelligence artificielle, entre autres. Pas du machine learning, mais de l'intelligence artificielle. Et pour classer un groupe, finalement, ici, on nous a dit qu'on a des groupes, les bleus et les verts, ils nous ont dit de faire une frontière entre les groupes. Ça s'appelle la classification. Mettre la donnée en tiroir. Mais pour les mettre en tiroir, il faut trouver la frontière. Et notre problème, c'est décider quelle est la meilleure frontière. La ligne rouge qui va séparer les deux. Pourquoi? Parce que si un jour une nouvelle donnée arrive et il est du côté droit de la ligne rouge, je dirais tu vas te comporter comme les verts. Et si un jour une donnée arrive et il est de l'autre côté de la frontière,
je vais lui dire, tu vas te comporter comme les bleus. C'est-à-dire, si un jour je retrouve quelqu'un en Espagne, je peux supposer qu'il parle espagnol, et si je le retrouve en France, je peux supposer qu'il parle français sur moi avec mon accent. Et pour ça, tout se passe bien dès qu'on a une règle, parce qu'il faut calculer des distances. Et pour calculer des distances, il nous faut une règle. Et parfois, c'est facile. Si vous savez la température à Singapour, 35 degrés la température ici, mon Dieu, quel froid, et vous pouvez faire la différence, et la différence, c'est la distance entre les données. Mais parfois, les choses ne sont pas tellement simples, parce que parfois, une donnée pour la police, c'est votre carte d'identité, et vous allez me dire, mon Dieu, maintenant c'est beaucoup moins clair parce que là, il y a des prénoms, des noms, et vous n'avez rien à voir, c'est votre parent et plein de choses qui sont de nature différente. Bon, jusqu'à là, vous allez me dire, bon, pas de problème, ça c'est une donnée un peu particulière. Oui, oui, mais parfois, il faut trouver la distance entre des données qui sont un peu particulières. Et là, les règles ne sont pas bien définies. Je ne sais pas comment je peux comparer Chevalier avec Martin. Et vous allez me dire, bon, écoutez, on fait quoi? Et je dirais, à la limite, il faut apprendre la règle qui sert pour comparer la donnée. Et bien entendu, ce n'est pas seulement pour la police. Quand vous avez des formulations chimiques, vous voyez plein de choses qu'on a mis, 0,1, des codes, des choses qui sont radicalement différentes. Et je ne sais pas comment calculer une distance entre une formulation et une autre avec des 0 et des 1 qui n'ont pas vraiment un sens. Donc, ça veut dire que la partie la plus difficile, je dirais, de l'intelligence artificielle, ce n'est pas la donnée. Pour moi, la partie la plus difficile, c'est trouver que la règle qui va nous permettre de comparer la donnée. Et en mode d'exemple, je dirais, écoutez, vous voyez ça, il ne ressemblait pas, absolument pas, point à point, et vous allez me dire, mais ça, c'est des sabres. Et je dis, ouais, oui, et je ne sais pas comment vous avez trouvé qu'il ressemble. Même à la limite, si je vous mis celui, vous allez me dire que c'est un arbre. Et je pense que vous ne l'avez jamais vu, bon, peut-être dans la Saint-Valentin. Mais donc, comment est-ce qu'on arrive à dire que ça, c'est un arbre? Si vous ne l'avez jamais vu, et si vous comparez cet arbre avec les autres arbres, pixel à pixel, n'ont rien à voir. Donc, ça veut dire que finalement, nous, on ne peut pas travailler tout le temps avec une métrique dite euclidienne, la règle que vous savez utiliser. Il faut inventer d'autres métriques, d'autres règles qui nous permettent de comparer des données un peu plus sophistiquées que simplement la distance entre des points ou la différence de température entre des pays. Ça arrive souvent quand vous travaillez avec des séries temporelles. Joaquin, tu les connais bien, on a parlé ce matin pendant cette séance. Vous savez des séries temporelles que vous voulez décrire. Et cette série temporelle, je dirais, regardez votre rythme cardiaque. Aujourd'hui, vous allez à un rythme cardiaque et tout se passe bien. Demain, à la même heure, votre cœur fera quelque chose de similaire, j'espère bien, mais finalement, il ne sera pas complètement superposable. Il ne sera pas exactement coïncident. Et ça veut dire qu'il va y avoir une distance entre des choses qui sont similaires et que finalement, avec une règle euclidienne, vous allez voir une distance qui n'existe pas. Et ça veut dire que ces règles-là, elle n'est pas bonne. Il faut travailler avec d'autres métriques. Pour les séries temporelles ou pour les images à microstructure, aujourd'hui, on utilise beaucoup la topologie des données qui est capable de transformer ces séries temporelles très compliquées ou ces microstructures très compliquées dans quelque chose qu'on appelle une image de persistance avec les bonnes propriétés d'invariance topologique. Et la bonne nouvelle, votre cœur pourra faire ce qu'il veut et être différent de ce qu'il y avait la veille. Mais si tout va bien, vous avez la même image de persistance. Et si cette image de persistance change, il faut aller immédiatement à l'hôpital. Mais ça, c'est une bonne métrique pour des informations, pour des données à fort contenu de topologie. Ça, je l'ai fait récemment à la maison. Ma femme pensait que j'ai préparé l'apéro. J'ai coupé les saucissons, jusqu'à là tout allait bien, mais à un moment donné, je me suis mis à faire des photos aux saucissons. Et ma femme m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais avec faisant des photos aux saucissons? Je lui ai dit, écoute, je voudrais prouver que ces saucissons est topologiquement invariant. Et la bonne nouvelle, si vous appliquez la TDA à des coups de saucissons, ils sont exactement la même image. Et chaque saucisson aura son image de persistance. Ça, c'est une sorte d'empreinte digitale qui caractérise, on va dire,
votre information, votre donnée avec une métrique qui est beaucoup plus robuste qu'une métrique euclidienne pour cette application particulière. Et ça, on peut le voir ici, une petite vidéo avec des écoulements de fluide à des vitesses, nombre de Reynolds qui sont différents. Vous voyez que dans les sillages, il y a de la forte turbulence et il y a quelque chose de très rigolo. L'image de persistance change. Et ça veut dire que l'image de persistance, la topologie de tout cette vortice qui apparaît là-bas, sur toutes ces turbulences, peut être décrite avec quelque chose qui est invariant et que c'est l'image de persistance. Maintenant, on va s'en occuper des systèmes qui sont de plus en plus grands. Ça, c'est la réalité actuelle. Je dirais qu'on ne s'intéresse pas aux petits composants comme dans l'ingénierie du XXe siècle. Dans le XXe siècle, on essaye de faire des choses qui deviennent, qu'on sait marquer en noir, de plus en plus complexes, de plus en plus larges, de plus en plus incertaines. Et on essaie pas seulement de faire la conception, ça c'est l'ingénierie d'avant. Maintenant, on parle de Internet of Things. Everything is connected. Et donc, on essaye de faire l'apprentissage, learning, monitoring, anticipating. Et pour faire ça, on voudrait être capable, et ça c'est le vrai métier de l'ingénieur en vert, faire le diagnostic, quelque chose ne va pas, faire le pronostic, c'est ça qui se passe, et prendre les décisions adéquates, ça c'est la maintenance, et prédictive ou opérationnelle. Et pour faire tout ça, il nous faut quoi en bleu? Être précis et être rapide. Et je pense que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui ici. On veut aller plus vite et on veut faire aussi bien. On veut faire aussi bien ou encore mieux. Et je voudrais faire les choses instantanément parce qu'aujourd'hui, dans ce siècle, on ne peut pas attendre. Et donc, je vais parler de ces deux mots, accurate and fast, étant donné que, je dirais, dans l'ancienne ingénierie, ces deux mots ne vont pas ensemble. Quand on voulait être précis, on prenait du temps, et vous connaissez bien dans vos industries que quand vous poussez les boutons, il faut attendre quand même parfois une semaine. Et quand on veut aller vite, vous simplifiez le modèle, et donc vous n'êtes pas précis. Et donc, toujours, l'ingénierie du XXe siècle, c'était un compromis entre rapidité et précision. Mais aujourd'hui, c'est fini ça. Il faut être rapide, il faut être précis. Et donc, c'est là où peut-être, si on mélange la connaissance avec la donnée, on peut y arriver. Un exemple qui nous a fait beaucoup réfléchir à ça, les problèmes de SKF dont on a parlé aujourd'hui beaucoup, où la précision c'est les microns, les temps caractéristiques, les paliers tournent à quelques dizaines de milliers de tours par minute. Vous pouvez imaginer qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les contrôler. Et ça, c'est un exemple pour moi critique dans l'ingénierie du futur, contrôler avec une précision du micron des choses qui doivent être faites au-delà de la milliseconde. Et donc, finalement, ça, c'est vraiment un défi. La réduction des modèles dont je vais vous parler, elle est venue à notre aide. Et aujourd'hui, on est capable de calculer des modèles réduits, basés sur la physique. Un petit exemple, un soudage, qui dépend de plein de paramètres reliés aux matériaux, aux procédés. Et pour vous montrer comment on fait ça aujourd'hui de façon mature et commerciale, c'est ce qui est important, il y a calculé une solution paramétrique, un surrogate, utilisant une technique de régression, comme vous voulez l'appeler, machine learning. Et vous voyez qu'après, il peut toucher les paramètres. Certains ne jouent pas beaucoup. Il y a certains qui jouent énormément. Mais une fois que vous avez calculé cette régression, à ce moment-là, uniquement basée sur la physique, vous avez un ABAC. Et vous savez que quand on a un ABAC, on peut faire de l'ingénierie en temps réel. Et cette solution est aussi précise que les modèles. Donc, je viens de vous prouver qu'il peut être rapide et aussi précis que les modèles de la physique. Après, on pourrait discuter est-ce que les modèles de la physique est compatible avec la réalité. Je dirais ça va arriver, mais ce n'est pas dans cette slide. Et bien évidemment, une fois qu'on fait ça, on peut s'amuser à faire des choses rigolotes parce qu'avec mes collègues de l'Espagne, les Espagnols, on aime bien s'amuser. Et donc, on a décidé de faire un peu de la réalité hybride. Ça, c'est un vrai bourreau. Ça, c'est un lapin virtuel. Mais moi, je toucherai. J'aimerais bien le toucher. Et ce lapin, c'est un matériau hyper élastique en grande déformation, une physique très compliquée. Et maintenant, je m'amuse à jouer avec lui. Ça, c'est de la vraie physique. C'est un comportement fortement non linéaire du lapin. Ça, c'est la théorie du contact. Le lapin doit bouger parce qu'il ne peut pas se laisser pénétrer par la main qui s'approche.
Et comme ça, écoute, on s'amuse. On peut toucher aussi les dragons si vous préférez. Et on peut même colorer pour dire quels sont les endroits où la déformation est maximale. Et si vous dites oui, mais bon, on ne va pas toujours les toucher au même endroit, vous allez voir que dans un moment, je vais quand même caresser la petite tête, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, quand oui, c'est comme vous dites, est-ce que la physique peut aller en temps réel? La réponse est oui. La physique que vous connaissez, vous pouvez la manipuler en temps réel. Quand on vous disait qu'il fallait du temps, je dirais oui, ça c'est du passé. Aujourd'hui, il y a une maturité pour faire de la physique en temps réel. Bonne nouvelle. Et vous pouvez voir ici, même quand on les touche, une feuille de papier, je suis en train de la déformer et je suis en train de voir devant moi, avec des lunettes, je suis en train de voir des couleurs qui vont en train de me dire quelle est la déformation de la feuille de papier. Donc, on arrive à un endroit où finalement, les résolutions des modèles compliqués vont à la même vitesse que vous. Donc, ça s'appelle physics in real time. On fait la physique en temps réel. Bonne nouvelle. Et donc, pour traiter tout ça, on va faire comment? Je vous le disais. Aujourd'hui, la société est polarisée en deux pôles. Les gens qui disent non, 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 la physique, on va faire de la physique. Et les autres qui disent, oh, on oublie la physique, on va faire de la donnée. Quel est l'avantage et l'inconvénient de chacun? Regardez l'image à droite, haut. Ça, c'est le tout physique. Vous avez une réalité qui est symbolisée par la courbe continue rouge, et vous avez un modèle, que c'est le discontinu rouge. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Ah ouais, le modèle, il n'est pas con, mais il n'est pas parfait. Ah ouais, ça arrive tous les jours chez les industriels. Vous faites des simulations avec les modèles que vous connaissez. La solution n'est pas très mal, mais elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a beaucoup de variabilité qui n'est pas bien dans les modèles. Probablement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui n'est pas bien dans votre modèle. Attention au temps de calcul, mais je l'ai mis en vert à côté parce que je viens de vous prouver qu'on peut faire de la physique en temps réel. Donc, je dis, si on utilise la réduction modèle, on peut aller vite. Avantage de ça, je comprends. Ah oui, la physique, je la comprends. Peut-être parce qu'on me l'a raconté depuis que j'étais petite, mais je la comprends. Et bien évidemment, je peux extrapoler au-delà de ce que je ferai avec les données. Si maintenant vous oubliez la partie supérieure parce que vous dites, ouais, bon, écoute, quand même, il n'est pas parfait. Et vous venez en bas, la réalité, la courbe rouge, les points où vous mesurez les petits carrés bleus, et là où vous mesurez, c'est génial, c'est fantastique s'il n'y a pas d'erreur dans les capteurs. Et donc là, on est content. Et vous allez me dire, mais Paco, entre les points où tu mesures, il dit, ah d'accord. Écoute, quand je ne sais rien, je vais faire une ligne droite. Et vous allez me dire, mais Paco, ça c'est dégueulasse. Je dis, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et donc, la question c'est, écoute, on n'est pas très bon. Et les gens de Big Data nous disent, mais il suffit de mettre 1 million de capteurs. Et je vais chez Joaquin et je dis, Joaquin, 1 million de capteurs. Et Joaquin dit, oui, mais chacun, il coûte 1 000 euros. Et donc, Joaquin n'a pas le budget. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, je dirais, voilà les problèmes. Big Data en ingénierie, c'est Big Argent. Et ça, ce n'est pas confortable. D'accord? L'ingénierie, ce n'est pas Google. L'ingénierie, c'est l'ingénierie. C'est difficile à collecter la donnée et c'est cher. Bien entendu, quels sont les avantages? Que c'est précis, s'il n'y a pas d'erreur dans les capteurs, ça c'est bien, c'est en vert. C'est général, ah oui, je peux l'appliquer à tout, à la température, au prix du marché, à tout ce que vous voulez. Les inconvénients, c'est, écoute, beaucoup de données. Eh oui. Et si un jour vous reproduisez les courbes rouges et je vous demande pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Je ne sais rien, moi. C'est les capteurs. Donc, c'est un peu inconfortable d'un point de vue intellectuel. Au moins pour nos générations. Pour la nouvelle, ils s'en fichent de tout ça. Mais nos générations, quand même, c'est inconfortable de dire, c'est ça qui se passe, mais je ne comprends rien. Au moins en français, je ne crois pas un jour qu'un français dirait une chose pareille. D'autres pays, peut-être, mais pas les français. Les latins en général. Bon, est-ce qu'on peut faire mieux? Je dirais oui, on peut faire mieux. Et on a parlé déjà ce matin, les jeunes ont très très bien parlé. Ils ont dit, écoutez, si on combine les deux, et ça c'est l'équation fondamentale, la première, réalité est égale à ce que je connais plus ce que j'ignore. Tout le monde est d'accord avec moi? L'ignorance, c'est ce qu'il y a dans la réalité qui n'est pas dans mon modèle. Et donc cette équation, c'est universelle. La réalité, c'est que je connais plus ce que j'ignore. Ce que je connais, je dirais,
avec tous mes respects, pas besoin d'intelligence artificielle. On a déjà l'intelligence humaine. Ce qui manque, là, il n'y en a pas beaucoup de billes. S'il n'y en a pas beaucoup de billes, on va utiliser l'intelligence artificielle. Mais pour enrichir le modèle, pas pour les remplacer. Et c'est ça que nous appelons les cadres hybrides. La donnée vient enrichir la connaissance, pas la remplacer. Il n'y en a pas besoin aujourd'hui d'apprendre que l'énergie se conserve. Non, il le sait. Ça, c'est le résultat de plein d'années. Il n'y en a pas besoin de savoir aujourd'hui que l'entropie leur monte tout le temps. Il le sait. Donc, effectivement, on n'a pas besoin de ça. Et c'est pour cela qu'effectivement, vous voyez le diagramme. Qu'est-ce que j'ai dit? La réalité, c'est mon modèle qui n'était pas parfait. Plus la déviation, qui est la courbe bleue. Mais quand les choses sont petites, devient pratiquement linéaire. Et quand les choses sont linéaires, avec des données suffit. Donc ça, c'est miraculeux. Un modèle qui n'est pas parfait et 2 000 € pour Joaquin, et il y a la réalité. Donc, c'est un bon cadre. Combiner la connaissance avec la donnée. On peut le faire dans les cadres supérieurs, c'est ce que j'ai fait. On peut le faire dans les cadres de dire non, non, on va tout apprendre avec un réseau de neurones, mais on va lui donner les équations qu'on connaît. Ça, c'est le physics informed en bas. Ça, c'est le physics augmented. Donc, vous pouvez augmenter ou vous pouvez informer. À la fin, vous savez les mêmes. Moi, je suis plutôt dans la partie supérieure. Les gens, ce matin, ils étaient plutôt dans la partie inférieure et c'est très bien. Ce qui est important, c'est informer et ne réapprendre ce que vous savez. Je dirais, bon, et maintenant qu'on a les données, quelles données, combien, à quelle échelle, où et quand? Si vous répondez à toutes ces questions, la donnée devient smart et pas big. Et cette question est compliquée, même si on vous a dit à l'école que dans un ballon qui est gonflé, il y a le nom d'Avogadro des molécules. Et finalement, je suis sûr que vous n'avez jamais posé la question de quelle position et quelle vitesse chaque molécule a. Et qu'à l'école, on vous a dit que si vous connaissez la température, la pression et les volumes, vous savez tout ce qu'il suffit. Donc finalement, des descriptions très différentes. Une avec plein de données, mais que vous ne pouvez pas manipuler. Une autre, très réduite, mais qui finalement représente bien la réalité. Ça s'appelle la réduction des modèles. Et la réduction des modèles vient de cette époque-là. Boltzmann, quelqu'un qui s'est suicidé parce que tout le monde rigolait de lui, parce qu'il disait que la physique était irréversible, tandis que la mécanique était hamiltonienne et la mécanique hamiltonienne est réversible. Et donc la seule chose où il a réussi, c'est qu'il a fait graver dans son tombeau l'équation S égale à K logarithme de W, que vous pouvez encore voir dans les cimetières à Vienne où il a pris la photo. Et bien entendu, cette équation dit quoi? Que nous pouvons enlever les détails pour garder l'essentiel. Ça, c'est fondamental. Enlevons les détails et gardons l'essentiel. Ça, c'est un bon message. Et pour le faire, je ne sais pas, vous reconnaissez ces bâtiments? Quelqu'un les reconnaît? Le Panthéon. C'était toi qui l'as dit. Très bien. Et tu me dis ton prénom? Pascal. Pascal dit que ça, c'est le Panthéon. Regarde bien, Pascal. Regarde bien le Panthéon, oui, parce que je vais vous poser une question après. Donc, ouais, le Panthéon. Je vais vous le montrer plus français, avec les couleurs. Ça aussi, il l'a pris il y a quelques semaines. C'est bon, Pascal? Tu as bien regardé le Panthéon? Pascal, combien de colonnes il y a dans la façade? On va voir si Pascal connaît bien le Panthéon, parce que nous a dit c'est le Panthéon, et c'est vrai, c'est le Panthéon. Mais est-ce que Pascal connaît le nom de colonnes? Un nombre, un ordre de grandeur? 7 ou 8, dit Pascal. Tout le monde, plus ou moins, est d'accord avec Pascal? Plus ou moins? Merde, vendez. Donc, conclusion, Pascal reconnaît le Panthéon, même s'il ne connaît pas les détails. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, si Pascal c'est guide touristique, ça me va très bien. Mais si Pascal va prendre un boulot pour réparer toutes les colonnes, là, tu n'as pas fait fort. Donc, à faire attention à ça. Mais il y a quelque chose d'important, c'est la réduction des modèles. Gardez-les bien dans votre tête, c'est négliger les détails. Et on revient effectivement à ces petites équations. Écoute, il y a beaucoup de détails, mais si vous enlevez les détails, finalement, vous allez arriver à un comportement moyen qui a toutes les informations nécessaires et vous n'avez pas besoin de savoir chaque atome là où il se trouve.
Ce qui m'intéresse, c'est des propriétés un peu plus macroscopiques, comme, je ne sais pas, la taille du Panthéon, la forme, etc., qui a fait à Pascal dire que c'était le Panthéon. C'était très bien. Par contre, Pascal ne connaît rien du Panthéon. Bon, maintenant, on pourrait se poser la question d'avancer un peu plus dans la donnée. Je vous ai mis Ptolémée. Ptolémée, tout le monde rigole de lui parce qu'il avait dit que tout tournait autour de la Terre. Et maintenant, tout le monde le présente un peu comme un nul pour dire ça. Après, Einstein est arrivé quelques années plus tard, il a dit, écoutez, il n'y a pas de système de référence universel. Et ce jour-là, j'étais content quand il l'a compris, parce que pour moi, pour Paco, tout l'univers tourne autour de Paco. Et il y a les droits. Et si vous voulez, vous pouvez aussi le faire. Vous savez les droits. Le seul problème, c'est que quand on fait ça, les équations vont devenir très difficiles, parce qu'exprimer les mouvements de la Lune par rapport à Paco, ça va être beaucoup plus difficile que faire les choses par rapport à ce qu'il faut. Mais ça, c'est une facilité. Ce n'est pas inhérent dans la physique. Et pour faire ça, je dirais, on utilise l'intelligence artificielle qui est capable de prendre à Ptolémée, où tout était compliqué d'expliquer, et si à Ptolémée, on enlève toutes les corrélations linéaires ou non linéaires avec un joli auto-encodeur qui va essayer d'enlever toute l'information et transformer les coordonnées, on arrive à Kepler. Et je dirais que Kepler n'est pas plus vrai que Ptolémée, mais vachement plus simple à écrire. Et ça, c'est un peu le problème du machine learning. Choisir les bonnes variables simplifie beaucoup les choses. Et ce matin, vous avez parlé beaucoup de ça. Quand je ne sais pas les variables, qu'est-ce qu'il y a, j'ai mis tout et j'ai mis un auto-encodeur pour que lui, quand quelqu'un avait dit, le système prendra ce qui est important. Oui, il y a une régularisation sparsité qui va venir prendre ce qui est important. Et il le fait naturellement. Ici, c'est pareil. L'auto-encodeur, c'est génial parce qu'il enlève toutes les choses qui ne sont pas nécessaires ou les combine pour arriver au milieu à quelque chose qui parfois devient même linéaire. Le problème que Joaquin vous a mis aujourd'hui, c'est un problème non linéaire. Si vous aurez mis un petit auto-encodeur et vous aurez tombé au milieu, il a fait le test aussi comme vous. Le problème est linéaire. Et ça, c'est mis parfaitement et ça, c'est modélise parfaitement. Parfois, c'est pas réduire, parfois, c'est monter. Et ça, c'est, je l'ai compris quand je me promenais au musée d'Orsay, où je me suis dit, quelque chose qui sur la surface est non linéaire, c'est la surface de l'eau. Dans un espace tridimensionnel, il est linéaire. Et ça, c'est aussi une base du machine learning. Il y a toujours un espace où on peut aller, où les choses qui, dans mon univers, c'était non linéaire, ils deviennent linéaires. Et quand les choses sont linéaires, c'est tellement belle la vie. Donc, on a tout intérêt à aller là. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas où se trouve. Mais bon, on essaye effectivement d'aller dans ces directions. Pour répondre après à une petite on va dire, modélisation, moi aussi, j'ai fait du PIN. Je ne l'appelle pas PIN, je l'appelle Structure Preserving Neural Network. Ça veut dire quoi? Que je prends l'état qui est très complexe, je le réduis, et quand j'arrive au milieu, je lui dis, écoute, s'il te plaît, je vais t'apprendre parce que tu es un modèle, mais je n'ai pas besoin d'apprendre les choses que je sais, et je ne voudrais pas apprendre quelque chose qui ne peut pas exister. Donc, quand je vais apprendre, je lui dis, écoute, je ne veux pas que tu apprennes la conservation de l'énergie, c'est moi qui vais te la donner. Je ne veux que tu apprennes que tu dois dissiper. Bien sûr que tu dois dissiper. Et ce n'est pas la peine que tu me donnes des solutions qui ne dissipent pas ou qui dissipent en négatif. Je commence à enlever tout ça. Je ne veux pas de solutions que les modèles dépendent du système de coordonnées. Depuis Galilée, c'est le frame indifferent. Je veux des modèles qui vérifient les propriétés de symétrie, qui sont très associées avec nos terres aux propriétés de conservation. Et donc, je vais mettre toutes les choses que je dois mettre pour essayer d'avoir quelque chose qui est consistant. Et je ne veux pas qu'il apprenne des choses que ce n'est pas dans l'horizon des possibles. Et pour tout ça, je vais apprendre une conservation et son énergie libre, une dissipation et son potentiel qui s'appelle l'entropie. Et je vais apprendre dans ce cadre, que c'est un cadre thermodynamique. Et la bonne nouvelle, et vous allez voir, petite vidéo encore avec mes collègues de l'Université de Saragosse, dans lequel on va prendre le mouvement d'un fluide dans un verre d'eau. Donc, le verre d'eau, on va capturer la donnée. La donnée, c'est le mouvement des particules qui se promènent quand je suis en train d'étirer. Différents fluides non newtoniens, non linéaires. Et je les tire et je note qu'est-ce qui fait chacun des particules.
Je ne connais rien aux équations, je ne connais rien à Navier-Stokes. Et une fois que j'ai capturé tout ça, j'ai fait la TIN, Thermodynamics and Four Neural Networks. Et je vais apprendre un modèle. Et maintenant que je l'ai appris, maintenant c'est génial. Un verre qui est vide, je vais le remplir moi. Le bleu, c'est moi qui l'ai mis. Le verre, il était là. La main aussi. Mais vous voyez, le fluide fait des choses qu'après, quand on compare avec la référence, c'est très, très, très proche. Et il a pris, on va dire, une physique dans un cadre thermodynamique précis. Et si vous changez une glycérine qui est plus visqueuse, vous voyez effectivement que le comportement est différent. Donc, on fait la physique sans équation. On fait la physique avec la donnée qu'on a pris dans un cadre thermodynamique. C'est-à-dire, oui, il faut informer l'apprentissage avec toutes les choses que vous connaissez. Et bon, on l'a fait avec des systèmes plus compliqués dans lesquels il y a l'autocodeur pour réduire, la SPNN pour apprendre dans la physique et des réseaux récurrents pour être capable de traverser les variables latentes, les variables internes. Et c'est pour ça qu'il y a différents snapshots et il n'apprend qu'avec la surface du fluide. Et après, on compare et les résultats sont très bons. Donc, si j'ai conclu sur ces parties, avant d'aller dans les dernières 10 minutes à la partie qui nous intéresse, que c'est Descartes, je dirais, écoute, parlons maintenant des limites du machine learning, de l'intelligence artificielle. Ça, c'est Galilée. Il s'amusait à prendre des poids dans une poutre et voir comment ça se déforme. On peut apprendre ça. Vous pouvez le mettre dans un réseau de neurones, il va apprendre ça. Maintenant, la question que je vous pose, c'est si à la place de pousser, je le tourne, est-ce qu'il va me dire la solution? Mais non. On l'entraînait seulement en flexion. Il n'a jamais fait de torsion ni de traction. Il a dit, bon, écoute, on passera à côté de la plaque. C'est-à-dire, quand vous apprenez, vous ne pouvez pas sortir de là où vous avez appris. Je suis désolé de vous le dire, si vous apprenez l'espagnol, vous ne pouvez pas aller en Chine. Là, on parle une autre chose. D'accord? Donc, effectivement, c'est on travaille là où on a appris. On pourrait aller un peu au-delà et dire, écoute, à la place de la poudre, je vais me concentrer dans les matériaux. Ah oui, si vous avez des couples contraints de formation, je peux faire un peu la pine avec une énergie libre et dire que la fonction loss, c'est la dérivée de l'énergie libre par rapport à la contrainte, à la déformation qui vous donne la contrainte, comparée avec la contrainte que vous avez mesurée, et vous identifiez maintenant l'énergie libre, et ça, c'est plus intrinsèque. Est-ce que ça, c'est général? Oh non, parce que si je ne suis pas dans un cadre hyperélastique, je vais passer à côté de la plaque. Avec ça, je fais la pérélasticité, mais je ne fais pas la plasticité. Donc, on n'est pas encore général. La question que je me pose pour le futur, est-ce qu'une intelligence artificielle serait capable de faire ce qu'a fait Einstein avec le principe d'équivalence, de dire qu'il n'y a pas de différence entre gravité et accélération? Là c'est fort. Là, l'ordinateur ne le fait pas encore. Bon, les humains, sauf Einstein non plus. Mais quand même, cette créativité, moi, je suis sûr qu'avec toutes les technologies qu'on est en train de manipuler, je ne vais pas vous dire que ça ne va pas arriver, je suis même persuadé que ça va arriver, et pas trop tard. Oui, probablement, on n'est pas encore là. Une fois qu'on a dit tout ça, parlons un peu du mélange entre la physique et la donnée. Petit exemple avec Dassault, un système pour un système dans l'avion, dans un Falcon, modélisation système, on va vite, mais il n'est pas exact. On récupère les prédictions, on compare avec la donnée, on fait les moins, et si les moins n'est pas zéro, ça veut dire qu'il y a de l'ignorance. S'il y a de l'ignorance, on fait une couche de machine learning et on a le modèle de l'ignorance. Modèle de l'ignorance plus modèle basé sur la physique égale à réalité. Donc voilà comment on construit un hybride twin. On le construit avec un modèle de base plus un enrichissement si nécessaire. Si pas nécessaire, je suis désolé, je n'ai pas besoin de l'intelligence artificielle. Mais s'il y a besoin, je suis preneur. Je suis preneur. Et donc, on arrive là au projet Descartes, avec Dominique et Yannick Marsan à l'INSIS qui l'ont initié. Gros projet, 35 millions, 160 chercheurs et des industriels. Et la liste n'est pas exhaustive parce que c'est ça comme on a démarré. Mais une de nos raisons de la présence au UI ici, c'est que fondamentalement, ça va évoluer d'une certaine façon avec d'autres partenaires et dans laquelle il y a toute une activité. Et je peux résumer ce programme avec les titres, seulement avec les titres.
Intelligent modeling. Intelligent modeling, pour nous, c'est physique plus données, hybride. Pour la prise de décision, vite, dans des systèmes critiques, bien. Donc, vous savez tout ce qu'il faut. Faire vite et bien. Et pour cela, on utilise l'intelligence artificielle hybride. Beaucoup d'applications, remote sensing. L'idée, c'est que je peux envoyer un drone, collecter la donnée dans un endroit pour faire la surveillance et le pronostic de ce qui se passe. Petite vidéo faite par un de nos collaborateurs dans lequel vous voyez Singapour. On aura la belle tablette avec plein de données. On va pouvoir faire un choix. On va pouvoir dire, je voudrais aller à tel bâtiment. Et je peux dire, je vais explorer ces parties dans lesquelles le drone va se positionner, va faire un scan, va mesurer des champs de déplacement, des vibrations, tout ce qu'il faut. Et avec tout ça, on va faire une analyse. Avec ça, c'est un problème d'optimisation, mais on peut le formuler avec une PIN. Et à la fin de la journée, et ça, ce n'est pas une image, ça, c'est plus qu'une image, ça, c'est un résultat, un vrai résultat de notre modèle. On peut avoir dans un système quel est l'endroit où il y a un défaut. Et le défaut, c'est tous les éléments que vous voyez en rouge. Et ça a été fait simplement avec la collecte des données, en sachant que là, il y a quelque chose de fondamental, que c'est l'équilibre et le comportement. Et on est capable d'identifier quelle est la partie où il y a un défaut qui se trouve. Donc, en premier résultat, le projet vient de démarrer il y a des mois, mais il y a déjà des résultats qui concernent ce type de prédiction, c'est-à-dire les Structural Health Monitoring, les SHM, et donc on arrive à les faire très bien dans ces cadres hybrides dans lesquels on dit que la réalité, c'est le modèle que vous croyez, où il n'y a pas de défaut, moins un petit défaut, que c'est le petit triangle noir qu'il faudrait lui enlever au modèle nominal pour avoir le système réel. On a exploité les mélanges entre un modèle, une correction qui vient de la donnée, pour finalement arriver à la réalité. Deuxième exemple, on travaille avec les drones en collaboration avec Thales et entre autres pour tout ce qui est planification des trajectoires et avec Virtual Singapour qui à terme va nous donner un modèle virtuel de la ville. Et là, il faut planifier les vols des drones. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on voudrait savoir quelle est la vitesse qu'il va avoir dans ces quartiers de la ville. On va le faire prochainement pour le quartier de la Défense à Paris. Quand la vitesse et l'orientation du vent, elle pourrait avoir n'importe quelle direction. Et pour ça, on crée quelque chose qu'on appelle un surrogate, une régression non linéaire. Et quand on fait ça, et ça aurait dû se mettre, bon, il n'a pas voulu le faire, mais il y a un très joli vidéo dans lequel le vent est en train de tourner et on voit la solution dans la solution paramétrique. Il n'y a pas seulement ça. Le drone doit éviter la partie d'arrière de chaque bâtiment parce que c'est des zones où il y a plein de turbulences. Et pour l'éviter, ce qu'on fait, c'est entourer les bâtiments par un volume, ce qui apparaît là en blanc, qu'on appelle, nous, les volumes exclus. C'est des endroits où il n'y a pas de bâtiments, il y a de l'air, mais les drones, c'est mieux qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur parce que là, il peut y avoir beaucoup de turbulences et va être difficile à pratiquer. Et à nouveau, on peut créer, et je ne sais pas si ça va marcher, là, ça marche. Donc, on peut créer un modèle dans lequel on peut changer les paramètres que vous voyez dans la partie supérieure et voir comment elle évolue, tout ce volume exclu, dans lequel, en fonction des vitesses et des positions, je ne devrais jamais rentrer. Et avec tout ça, on va faire encore un autre modèle qui est basé sur les trajectoires pour aller d'un point A à un point B, dans un système où il y a une certaine vitesse du vent et dans un système où les bâtiments, chacun a sa partie exclue. Et là, encore une fois, on a un modèle basé sur des régressions non linéaires machine learning qui nous permet de le faire avec, évidemment, le principal protagoniste que c'est notre drone. Et donc, finalement, l'histoire est complète. Je connais la position des drones et la vitesse de chacun des drones. Je peux calculer dans ces positions la vitesse de l'air autour. Avec ça, je peux comprendre quelle est la vitesse et l'orientation du vent loin du quartier. Je peux utiliser le surrogate pour calculer le volume exclu et les champs de vitesse. Je peux utiliser l'autre surrogate pour calculer la trajectoire du drone. Et avec ça, planifier la trajectoire et la changer en temps réel. Premier test qu'on a fait, on mélange tout.
l'air, il vient dans ces directions, le drone est en train de voler, on va changer immédiatement la direction du vent, tout a changé instantanément et la nouvelle trajectoire des drones a été actualisée en temps réel. Donc, ça veut dire, voilà comment on va mettre en dialogue 3 modèles réduits basés sur le machine learning, dans lesquels le premier calcule la vitesse n'importe où, le deuxième, le volume augmenté, la zone exclue de n'importe quel bâtiment, le troisième, la trajectoire la plus courte, ou ce qui consomme le moins d'énergie pour aller d'un point A à un point B, dans une situation donnée avec des conditions d'air données. Et maintenant, quand on établit tous ces dialogues, premier résultat, le projet vient de démarrer il y a quelques mois, le 1er octobre, on commence à voir déjà des premiers résultats qu'effectivement, je ne dis pas pour l'instant, c'est des couleurs, il faudrait effectivement être capable de les valider dans un tunnel de fond avec des vrais drones, etc., etc. Mais effectivement, on est dans cette problématique. Et comme je disais, projet qui vient de démarrer, nous sommes preneurs de beaucoup d'intelligence, donc ouvert à une trentaine de PhD que nous sommes en train de chercher, à une centaine d'années ingénieurs. Donc, ça veut dire qu'en total, il y aura dans ces projets 200 ans de science au profit, je dirais, de l'intelligence artificielle hybride qui combine connaissances et données pour faire vite et faire bien. Et ça, c'est un peu ce qu'on s'est mis comme objectif et sur lequel on y travaille. Donc, quand j'avais envoyé ma présentation, la personne m'avait dit, est-ce que tu es sûr que tu seras capable de mettre toutes ces transparences en 45 minutes? Il y a le grand plaisir de vous dire que je l'ai fait en 44 minutes. Et ça, c'est la première fois de ma vie que j'ai fini quelque chose à l'air. Pour finir, attention, et avec ça, j'ai fini exactement dans mon temps. J'aime bien finir avec cette slide où vous voyez Alexandre Volta, Napoléon, Académie des sciences de Paris, année 1800. 1800, ça ne fait pas énormément, hein, c'est à côté. Donc, Napoléon avait invité son ami Alexandre Volta à venir faire une conférence et il est venu avec la pile de Volta, que vous pouvez voir au Conservatoire national des arts et métiers, et il est venu avec une grenouille. Et toute la science de l'académie, c'était mettre des électrodes dans la grenouille et la grenouille sautait dans toutes les directions. Et là, ils sont passés une après-midi excellent, excellent. C'est un des jours les plus festifs de l'Académie des sciences de ce siècle. Et donc, à la fin, il y avait des questions, mais personne ne savait quoi poser comme question. Et normalement, c'est toujours les organisateurs qui doivent poser la question. Et Napoléon avait posé une question très simple. Il avait dit à Alexandre, est-ce que ce truc que tu appelles électricité, je répète, hein, est-ce que ce truc que tu appelles électricité, un jour pourrait servir à une autre chose qu'à faire sauter des grenouilles? Vous pouvez imaginer aujourd'hui une journée sans électricité. Sans Internet, vous devenez agressif. Sans électricité, je pense qu'on passe immédiatement à des questions majeures. Donc, je dirais aujourd'hui, on est tous ici. On est à l'académie. Je dirais à la limite, on a écouté les jeunes et les moins jeunes qui ont fait appel à Alexandre. Et je pense qu'aujourd'hui, ici, nous tous ensemble, on est en train de faire sauter des grenouilles. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va donner? Je suis sûr que ça va donner beaucoup, mais rien à voir avec tout ce que je vous ai raconté. Merci beaucoup. Merci Paco, c'était à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc bravo. Et une petite question, comment gérer ce dosage justement entre la connaissance, l'intelligence artificielle, les data, les données? On met une intelligence artificielle pour faire l'arbitrage au-dessus, non? Non, pour l'instant, l'intelligence pour faire l'arbitrage est humaine, mais la question est très bien posée. Dans le sens, quelle est la précision des modèles physiques que vous savez? Parfois même, vous traitez des problèmes où il n'y a pas de modèle. S'il n'y a pas de modèle, on ne se pose pas de questions. On va dire que dans l'hybrid twin, tout sera de l'ignorance. Et tout va être créé à partir de la donnée. Le prix à payer, c'est vous aurez besoin de données. Il n'y a pas de miracle. Plus de choses vous devez apprendre, plus de données vous devez introduire. Si vous avez une physique qui est parfaite, je serais tenté à vous dire, vous n'avez pas besoin d'intelligence artificielle, mais je me modère. Peut-être le modèle est parfait, mais peut-être tellement compliqué à résoudre, ou à caractériser, ou à calibrer, qu'on a envie
on a envie de les dégrader un peu pour les résoudre vite et rattraper la différence avec la donnée. Donc, je dirais, aujourd'hui, les cadres existent. On peut faire de la physique que vous assumez et la résoudre vite. Ce qui reste, en fonction de sa taille, il va demander de très peu de données s'il n'y a pratiquement rien à faire, comme dans mon cas linéaire de l'ignorance. Ou s'il n'y a des connaissances, il faudra tout apprendre et vous aurez besoin de données et un peu de temps pour calculer les modèles. Après, où est-ce qu'on va mettre, comme tu as posé la question, l'essai? Je dirais ça, c'est aujourd'hui une intelligence humaine qui va faire simplement un calcul. Combien ça me coûte faire comme ça? Combien ça me coûte faire comme ça? Combien ça me coûte faire comme ça? Et vous allez vous mettre dans le minimum de la fonction coût. Et la fonction coût, il y a plein de choses. Précision du modèle. Temps pour résoudre les modèles. Ce n'est pas parce que le modèle est bon que vous allez les résoudre vite. La capacité que vous avez pour les calculer, pour faire un calcul bien à Singapour, peut-être vous avez besoin d'une capacité, d'un maillage et des ordinateurs qu'aujourd'hui n'existent pas. À ce moment-là, prenez quelque chose qui existe, vous allez vous tromper, mais ce que vous vous trompez, vous les rattrapez avec la donnée. Donc finalement, je dirais, c'est une combinaison de beaucoup de choses, mais finalement, on arrive aujourd'hui avec un peu de maturité en fonction de la qualité du modèle, en fonction de la prédiction du modèle, en fonction de la capacité de calcul, en fonction du temps pour calculer la solution paramétrique associée à la physique, en fonction de combien de données on a, combien de données on peut avoir, combien ça va nous coûter les capteurs. Tout ça, vous les mettez dans un paquet et chez les industriels, vous les faites à merveille et vous allez trouver immédiatement quelle est la solution qui va faire votre plaisir, qui n'est pas la même dans une industrie, une autre industrie, ni pour un chercheur, une autre chercheur, une autre chercheur. Donc la solution n'a pas une réponse pour vous dire celle-là, mais finalement, je vous ai dit de quoi elle dépend. Et donc, pour continuer là-dessus, donc le rôle de l'intelligence humaine et dans cet arbitrage et dans ce cadrage des interprétations? Je dirais qu'il y a deux choses que j'ai mis l'humain avant tout. Un, parce qu'aujourd'hui, dans ce dosage entre ce qu'on connaît et ce qu'on ignore, ce n'est pas seulement qu'on ignore, ou des choses que je ne suis pas prêt à payer. Je ne suis pas prêt à payer un modèle dans lequel je mettrai dans une ville un maillage d'1 millimètre. Ça, je ne vais pas les payer. Je le sais, mais je ne vais pas les payer. Donc, il y a un humain pour faire l'arbitrage. Et ça, aujourd'hui, c'est humain. Il y a une deuxième chose dans laquelle l'humain ne peut pas être aujourd'hui remplacé pour une machine. Je vais faire un test de traction de cet échantillon. Je vais le tirer parce que je vais comprendre quelle est la loi qui va gouverner la force qu'il applique et la déformation qu'il va avoir. La question, c'est quelles données je capture. Et donc, je me dis, écoute, la force et le déplacement, c'est naturel, mais si je ne sais rien de physique, je dirais aussi la température et le prénom de la personne qui tire et la position de la Lune et le prénom de la femme de ceux qui est en train de faire l'expériment. Et vous allez me dire, quand est-ce que tu vas t'arrêter? Je dis, ça dépend de l'intelligence de ce qui fait le modèle. Si vous n'avez aucune connaissance physique, et quelqu'un l'avait dit avant, Angène, il a dit, et parfois on prend beaucoup de choses, après on va lui demander aux méthodes d'éliminer ce qui n'est pas important. Je vous ai parlé aussi. Mais bien entendu, le problème, ce n'est pas éliminer quelque chose. Imaginez que je voulais faire le test mécanique de ça et j'ai oublié de mettre la force et le déplacement et j'ai mis la température, la position de la Lune et le prénom du type et le prénom de la femme. Mais toutes les choses qui sont importantes, je les ai oubliées. Et maintenant, on fait quoi? Et maintenant, il n'y aura pas de modèle. Ou le modèle sera absolument overfité, qui ne va jamais se reproduire pour une autre donnée. Et maintenant, si vous me dites, et qui dit aujourd'hui quelle est la bonne donnée à mettre? Je dirais aujourd'hui, c'est l'intelligence humaine. Et comment faire ces choix alors, justement? Quelles données, combien, quelle technique d'analyse? Ouais. Un jour, ce que tu as dit au début, c'est pas fou. Il y a des gens qui commencent à dire que les hyperparamètres, les données qu'il faut collecter, etc., peut-être un jour, l'intelligence artificielle va nous aider à le faire. Pour vous donner un exemple, imaginez qu'il y a un comportement plastique. Plastique, ça veut dire que seulement avec la force et le déplacement, je ne peux pas tout comprendre. Il y a une variable entière qui s'appelle déformation plastique. Il y a une chose qui est incroyable avec l'intelligence artificielle. Si je lui donne seulement déplacement et force, elle est capable de me dire, Paco, tu as oublié quelque chose. Ça, quand même, c'est mémorable.
Chianti vient me dire, écoute, tu sais, ce que tu m'as donné, c'est gentil, mais tu as oublié de me donner une chose importante, au moins une. Ça, j'apprécie énormément. Parce que quand il me l'a dit, j'ai dit, écoute, je vais réfléchir. Mais c'est moi qui réfléchis. Pour l'instant, il me dit, Paco, tu as oublié la déformation plastique. Non, il ne comprend rien, lui. Il a des données. Il ne sait même pas que je suis en train de faire un test. Il a des chiffres et des chiffres. Il ne comprend rien à la physique. Donc, effectivement, si vous ne l'informez pas plus, aujourd'hui, le seul qui est capable de dire quelle est la bonne donnée, c'est l'humain. Par contre, si vous n'avez pas mis assez, il va vous dire que vous n'avez pas mis assez et il faut lui dire merci. Et si vous n'avez mis trop, il est très gentil aussi, il va vous dire, écoute, tu sais quoi, de la position de la Lune, pour les marées en Bretagne, pourquoi pas, mais pour l'essai de traction, tu sais, il n'y en a pas vraiment besoin. Et ça, c'est très bien aussi. Donc, je dirais aujourd'hui, on peut travailler très bien avec une petite machine à côté. Et je dirais, on est encore, je vous avais dit, connaissance et données. J'ai oublié le troisième. Et ça, c'est dans des cas, et j'ai oublié de le dire, et il faut le dire, l'humain. Et donc, nous, dans l'approche des cartes, il y a même les sciences humaines et sociales, que c'est un gros paquet de projets, parce que ça, ce n'est pas absent. On dialogue avec une machine. On va négocier avec une machine. Les données que la machine nous envoie, il faut les contextualiser pour la cognition de l'humain. Et donc, effectivement, la dimension humaine, elle n'est pas à négliger. Et ce dialogue, il n'est pas à négliger aujourd'hui. Et la dimension sociale non plus. Parce que finalement, on ne fait pas tout ce qui est technologiquement possible. On fait tout ce qui est technologiquement possible et que la réglementation nous laisse le faire. Et là, il y a des critères éthiques, juridiques, et tout ça, il faut les prendre en compte quand vous êtes en train de faire l'ingénierie. Donc, effectivement, je vous ai dit vite, bien, et je dirais en human-centric. Aujourd'hui, l'ingénieur, aujourd'hui, le scientifique, il a une grande responsabilité. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais je pense que pour moi, d'ici ma retraite, c'est sûr que je continue à être nécessaire. D'accord. Il y a des questions peut-être dans la salle? Joachim, par allusion. Joachim, une question. Bon, bah alors il me reste à vous remercier au nom de tous. Merci beaucoup. Bravo, je pense que c'était passionnant pour tous. Merci beaucoup à Francisco et Yves Valentin.